Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Burkina Faso a désigné un nouveau chef de l'État intérimaire. Il s'agit du diplomate Michel Kafando. Un civil vient donc de prendre la direction de la transition qu'il devrait conduire jusqu'aux élections prévues en novembre 2015. En Algérie, les entreprises sont désormais autorisées à investir à l'étranger. Désormais, elles peuvent convertir des dinars, tout comme l'entreprise nationale d'hydrocarbures Sonatrach, qui était jusqu'à là la seule à pouvoir investir à l'étranger. La vigilance contre l'épidémie Ebola doit rester entière. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre tout relâchement des efforts contre la fièvre hémorragique. Nous verrons le cas du Mali récemment touché par ce virus. Mais avant de développer ces titres, réunion des ministères des Affaires étrangères du comité des 10 de l'Union africaine ce lundi à Nairobi, au Kenya. L'objectif du C10 est d'ici d'examiner les derniers développements du processus de négociation intergouvernementale sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Il convient de rappeler que le comité des 10 a été institué par l'Union africaine en 2005 aux fins de promouvoir et défendre la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité. Il est composé de la Sierra Leone, l'Algérie, la Libye, le Sénégal, la Guinée équatoriale, la République du Congo, le Kenya, l'Ouganda, la Namibie et la Zambie. Michel Kafando, nommé président par intérim du Burkina Faso, le comité de transition l'a annoncé ce lundi 16 novembre. C'est un premier pas vers le retour à la normalité institutionnelle dans le pays. De nombreux chantiers attendent, cela dit, le nouveau président de la transition, notamment l'application de la charte de transition, comme nous l'explique Aminata Diak. Le diplomate Michel Kafando a été désigné par consensus ce dimanche 16 novembre 2014 président de la transition du Burkina Faso. Il a été élu par un collège de 23 membres, en majorité des civils. L'ancien ambassadeur auprès des Nations Unies va ainsi assurer l'intérim jusqu'aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015, une fonction qu'il promet d'assurer sans ménagement pour atteindre l'objectif fixé. Le chef de l'État vient de me désigner pour conduire la transition. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. D'ores et déjà, je prends l'engagement, au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays. Une tâche importante attend le nouveau président de la transition qui devra poser les jalons d'un nouveau départ. Il s'agit de préparer les élections, mais pas seulement. Il s'agit aussi de maintenir le consensus politique qui existe aujourd'hui et le transformer en un nouveau régime politique. Et il s'agit enfin de respecter l'esprit de la révolution burkinabé. Ce sont des missions-là qui sont à la fois importantes et qui rendent la tâche délicate, voire même complexe. Mais les qualités de l'homme peuvent permettre d'espérer, les qualités de la société peuvent permettre d'espérer qu'il arrivera sans encombre à remplir ces missions-là. La désignation de Michel Kafando doit encore être confirmée par le Conseil constitutionnel avant d'être définitivement validée. Le président de la transition devrait par la suite être investi le 21 novembre prochain. Manifestation ce dimanche au Maroc. Plusieurs centaines de personnes étaient dans les rues de Rabat afin de dénoncer des entraves aux activités de certaines organisations des droits de l'homme. Les protestataires ont appelé les autorités à mettre un terme aux restrictions auxquelles font face certaines organisations des droits de l'homme. Cette protestation intervient à moins de 15 jours de la tenue à Marrakech du Forum mondial des droits de l'homme. L'association marocaine des droits humains, AMDH, et ses 97 sections régionales annoncent un possible boycott de la rencontre. Fin du dialogue politique en Guinée équatoriale. Après une semaine de négociations, le gouvernement semble avoir fait quelques concessions. Que faut-il retenir? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Fin du dialogue politique gouvernement-opposition.
Près d'une vingtaine de partis politiques et organisations de la société civile ont achevé leurs travaux ce samedi à Sipopo en Guinée équatoriale. Bien que n'étant pas un organe législatif, ce cadre de dialogue a proposé plusieurs changements en ce qui concerne la vie politique dans le pays. À l'issue de ces échanges, le gouvernement a accepté des changements tels que la loi des finances des partis, l'accès équitable aux médias et des facilités pour mettre en place un parti politique en Guinée équatoriale. Je souhaite féliciter les différents délégués à ce dialogue pour la qualité des débats, l'esprit démocratique constructif, la liberté d'expression et la critique objective qui ont caractérisé ces discussions. Cette table ronde a une portée nationale. Ces décisions participeront au développement de la démocratie dans notre pays et fortifiera tous les groupes politiques sans discrimination aucune dans les négociations politiques de la nation. Une partie de l'opposition, notamment la CPDS, le FDR et l'Union populaire de Dario Martinez Ayekaba, s'étaient retirés au lendemain de l'ouverture du dialogue. Ont-ils pris une bonne décision? La question reste entière, mais pour les partis politiques présents, ce dialogue est un bon départ. Le dialogue a été une réussite totale, puisque tous les acteurs politiques, ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora, ont répondu favorablement et positivement à l'appel que le président a fait pour tous les nationaux pour qu'ils puissent réfléchir pour l'avenir politique de notre pays. Nous sommes arrivés à un accord de 70% avec le gouvernement. Au début, nous nous plaignions que le gouvernement ne voulait pas céder à nos propositions, mais finalement, l'exécutif a accepté ce que nous lui avons proposé. Le 5e dialogue gouvernement-opposition a été beaucoup plus axé sur les tests juridiques des partis politiques. Selon les forces politiques ayant participé aux assises, il faudra maintenant assurer le suivi des acquis de ce dialogue et se réunir de nouveau pour discuter de la politique sociale, les droits humains et la bonne gouvernance pour asseoir durablement la démocratie équato-guinéenne. En Algérie, les entreprises sont désormais autorisées à investir à l'étranger. Toutes les entreprises de droit algérien peuvent transférer des capitaux pour la création de sociétés ou de succursales. Par ailleurs, l'investisseur doit acquérir au moins 10% du capital de la société non résidente. Après plusieurs années de réclamations par les patrons algériens, cette annonce est un soulagement. Écoutons à ce propos Faisal Metaoui, rédacteur en chef d'El Watan. C'était une demande exprimée par les chefs d'entreprise algériens depuis des années. Eux qui voulaient s'implanter notamment dans le marché maghrébin, le marché arabe et également le marché africain. Et aussi le marché européen, parce qu'il y a déjà un accord de libre-échange et un accord d'association signé avec l'Union européenne et les entreprises algériennes se sont toujours plaintes de la difficulté d'accéder au marché européen. Mais disons que c'est une bonne chose parce que d'abord, ça permet à l'industrie algérienne et notamment aux industriels, surtout dans le secteur agroalimentaire notamment, d'avoir plus de marchés, d'avoir plus d'accessibilité au marché mondial, d'être connecté un peu au flux des capitaux et des finances mondiaux, puisque l'Algérie reste dépendante en grande partie de l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole, et qui reste peu connectée à l'économie mondiale, notamment en matière d'industrie. L'Organisation mondiale de la santé craint une nouvelle vague de contamination du virus Ebola. Elle préconise un renforcement de la sensibilisation et davantage de vigilance. Une deuxième vague de l'épidémie plus violente et plus dangereuse est attendue dans les prochaines semaines. Le Mali, qui vient d'être touché, est mobilisé, comme nous le montre Sali Ghanem. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la République démocratique du Congo, la Sierra Leone et la Guinée, sont touchés par l'épidémie d'Ebola. Le Mali n'a pas fait exception puisqu'il connaît à son tour un cas d'infection. Les organisations mondiales craignent une propagation du virus dans le pays. En effet, les autorités sanitaires mondiales estiment que la population malienne doit absolument se préparer à une deuxième épidémie d'Ebola. D'après eux, elle sera plus grande et plus dangereuse que la première épidémie. Nous devons être réalistes. Si nous suivons plus de 200 personnes, nous avons besoin d'identifier très rapidement tout nouveau cas et cela peut arriver. Nous sommes de plus en plus prêts pour ça. Nos équipes contrôlent les patients 2 fois par jour en s'apprêtant à voir de nouveaux cas. C'est possible. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest essaie de retracer plus de 400 personnes qui ont été en contact avec les patients Ebola confirmés et probables.
Selon les responsables, au moins 4 cas d'Ebola ont été confirmés et 2 autres, dont un imam de la Guinée et son infirmière, sont suspectés d'être morts à cause de ce virus mortel. Normalement, la personne n'aurait jamais dû quitter la Guinée pour venir dans le but d'être traitée au Mali. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la frontière. Et d'autre part, à la clinique, je ne peux pas comprendre que le médecin est entré en contact et qu'il puisse recevoir le patient de Guinée avec une insuffisance rénale. Cette fièvre n'est pas Ebola. Ils ont fait une erreur. Ils ne le signalent pas. Et même quand les infirmières sont malades, elles ne le disent pas. Pour rappel, d'après le bilan publié ce vendredi 14 novembre par l'Organisation mondiale de la santé, le nombre des morts liés à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'élève à 5177 personnes dans 8 pays de l'Afrique sur 14 413 personnes infectées par le virus. Sur la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 qui s'est jouée les 14 et 15 novembre, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Zambie, le Burkina Faso et le Gabon sont les nouveaux qualifiés, rejoignant ainsi les 3 autres pays déjà qualifiés, l'Algérie, le Cap-Vert et la Tunisie. En plus des nations qui ont obtenu leur ticket sur le terrain, il faut ajouter le pays organisateur, la Guinée équatoriale, qui accueillera la compétition du 17 janvier au 8 février 2015. Et d'ailleurs, les résultats plus précisément dans le groupe A, l'Afrique du Sud face au Soudan 2-1, le Congo face au Nigeria 0-2 pour le Congo. Dans le groupe B, le Malawi a battu le Mali 2-0, l'Algérie s'est imposée face à l'Éthiopie 3-1. Dans le groupe C, Angola, Gabon, match nul 0-0, Lesotho, Burkina Faso 0-1 pour les étalons. Dans le groupe D, victoire du Cameroun face à la République démocratique du Congo 1-0. La Côte d'Ivoire a remporté le match 5-1 face à la Sierra Leone. Dans le groupe E, Ouganda, Ghana 1-0 et Togo, Guinée 1-4 pour le Sili national. Dans le groupe F, Mozambique s'incline face à la Zambie 0-1 et le Cap-Vert s'impose 3-1 face au Niger. Et enfin dans le groupe G, Égypte, Sénégal 0-1 pour les Lions de la Teranga et match nul pour Botswana, Tunisie 0-0. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.